Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on parle de refroidissement de processeurs essentiellement. J'ai mis ici ma machine personnelle donc en fond pour que ça fasse un petit fond à cette vidéo. Machine qui est actuellement water coolée et je voudrais donc dans cette vidéo vous parler de l'air cooling versus le water cooling, les avantages et les inconvénients de chaque solution, et puis passer en revue donc les différents types de refroidissement que vous pouvez mettre, en tout cas au moins pour les processeurs, donc les CPU. Vous donner donc mes conseils sur ces refroidissements. Alors il y a 4 catégories de refroidissement qu'on va aborder plus ou moins dans cette vidéo. Le premier c'est le refroidissement stock, donc le refroidissement en air cooling stock, c'est-à-dire si ici je prends le cas de mon Ryzen 7 2700X, vous allez voir qu'il est équipé d'un refroidissement intégré, donc fourni par le constructeur. Ce refroidissement est constitué d'un ventilateur et d'un radiateur. Deuxième partie, vous avez le refroidissement en air cooling custom. Donc ici, vous avez le Noctua NH-U12P, qui est un relativement vieux radiateur, mais qui est toujours... On le voit ici parce qu'il est en SE 1366, donc socket de très ancienne génération, autour des années 2009-2010, qui hébergeait les i7 920 et compagnie. C'est un air cooling, donc il est équipé de ventilateur, mais custom parce que c'est une marque tierce, donc qui fournit ce type de refroidissement. Vous avez dans mon PC ici, et puis le carton est là, tout simplement. Le water cooling qui s'appelle en fait All-in-One, donc tout en un. Water cooling donc qui permet également de refroidir par exemple votre processeur. Donc il est extensible celui-ci, mais sa cible principale c'est de refroidir votre processeur. Donc il est tout en un. C'est un water cooling que vous achetez, que vous assemblez rapidement, donc il n'y a pas de grosse tâche d'installation, et puis que vous mettez directement dans le boîtier. Et enfin, dernier représentant, mais malheureusement je vous mettrai une vidéo parce que je n'ai pas ici le matériel pour vous le montrer. C'est le water cooling custom, donc water cooling où c'est vous qui choisissez le radiateur, les ventilateurs, la pompe, le réservoir, l'air trap, le water block, etc. Donc toutes les pièces, et puis des tubes évidemment, tubes souples, tubes rigides, le liquide que vous mettez en fait dans le water cooling, tout ça c'est vous qui choisissez, c'est vous qui l'assemblez, c'est vous qui coudez les tuyaux, qui les assemblez les uns aux autres, etc. Donc la dernière partie c'est le water cooling custom. Alors évidemment chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, donc ça va être difficile d'être exhaustif. Ma vidéo ne se veut pas exhaustive, je vais pas non plus vous donner des comparatifs en termes de performance en changeant ça et là la configuration, voilà. L'objectif c'est de vous donner des pistes pour vous orienter vers votre choix. Donc sur le cas du Ryzen 7, on a le radiateur, alors son nom est un petit peu anglais mais c'est le Race Prism, qui est un bon air cooling stock. Donc il n'y a pas beaucoup de marques et il n'y a pas beaucoup de modèles de processeurs qui sont fournis d'office avec un bon air cooling. C'est le cas pour ce radiateur-ci. Alors, je voudrais juste préciser en gros en quoi consiste un radiateur en air cooling. Alors ici, je dis radiateur, mais en fait, je devrais dire ventirad. Pourquoi ? Parce que sur le bas ici, ce que vous avez là en métal, c'est un radiateur donc aluminium, avec des heat pipes, des caloducs en français, cuivre. Et sur le dessus, vous avez un ventilateur, donc dont le but est tout simplement de souffler de l'air du boîtier sur le radiateur en aluminium pour dissiper la chaleur qui est dans le radiateur. Alors comment ça fonctionne thermiquement ? Vous avez ici la base qui est en cuivre, donc qui est un cuivre poli. On voit ici les heat pipes qui ont été écrasés et polis. Et dessus vous avez une couche de pâte thermique. La pâte thermique va permettre de combler toutes les aspérités que vous pouvez avoir à la fois sur la base de votre radiateur, mais aussi sur la base du processeur qui est elle-même par exemple de défaut. Puis il y a les gravures ou les écritures qui explique quel est le modèle de processeur, etc. Donc la pâte thermique vient combler toutes les aspérités et éviter à l'air de venir s'intercaler entre la plaque métallique et le support du processeur. La chaleur est donc transmise du processeur à cette base, et le principe de cette base est de transmettre ensuite la chaleur au reste du radiateur. Alors, suivant les radiateurs que vous considérez, ils sont plus ou moins évolués. La plupart, maintenant, en tout cas sur les générations très récentes, parce que les processeurs dégagent énormément de chaleur, ont ce qui s'appelle ici des heat pipes. Les heat pipes ont un principe assez simple de vaporisation de liquide et de recondensation. Donc la chaleur fait s'évaporer le liquide qui est contenu dedans, l'évaporation, etc. fait monter la chaleur sur le haut du radiateur, donc permet de répartir la chaleur au maximum donc sur le radiateur, et puis quand le flux d'air ici vient refroidir le radiateur, eh bien
le liquide, il reprend sa forme liquide et repart sur la base donc, du radiateur et continue son cycle. Même si ce radiateur-là peut être décrié par certains, etc., en disant bah, c'est le radiateur de base et compagnie, c'est une très bonne solution de refroidissement, déjà parce qu'elle est dimensionnée par rapport au 2700X, alors évidemment si vous overclockez c'est peut-être plus approprié, mais en une utilisation nominale ça suffira largement, et il y a une chose qu'on verra par la suite que fournissent difficilement les autres solutions, c'est ce ventilateur orienté directement vers la carte mère. Ça a un inconvénient, c'est que toute la poussière qui va être aspirée par le ventilateur va partir directement dans la carte mère, enfin se déposer sur la carte mère, mais ça a un avantage aussi que n'ont aucune des autres solutions ici que je vais vous présenter, sauf cas particulier. Sur une carte mère, en fait, vous avez d'autres choses qu'il faut refroidir que le processeur, et en particulier quelque chose qui devient ultra prioritaire de nos jours, ce sont les VRM. Alors je vous mettrai des gros plans sur les VRM, mais les VRM c'est ce qu'on voit au fond ici, en haut et en bas, il y a des gros radiateurs, enfin gros entre guillemets, chez Gigabyte pour les refroidir, c'est ce qui alimente électriquement le processeur et ce qui le rend fiable. C'est les VRM donc qui vont faire fluctuer sa tension en fonction de la charge que vous sollicitez sur votre processeur, si vous êtes en train de jouer, faire du montage, etc., ou de la bureautique, où les tensions s'abaissent, et bien c'est ça qui va venir alimenter votre processeur. Et c'est le seul type de refroidissement, sauf water cooling qui intègre des ventilateurs, etc., qui refroidit également VRM et mémoire, puisque le flux d'air est non seulement orienté sur le radiateur, mais il est dispersé aussi tout autour et permet de chasser l'air chaud qui s'accumule autour des VRM et autour de la mémoire. Voilà, donc ça c'est l'air cooling stock qui est pas si mal. On attaque l'air cooling custom, donc ici vous avez la version de chez Noctua. Noctua qui est une des marques en tout cas que je peux vous conseiller au niveau radiateur d'air cooling. C'est probablement ce que vous pouvez trouver de mieux sur le marché, en tout cas c'est une des marques, même si au niveau design vous aurez pas des trucs qui clignotent dans tous les sens, c'est une des marques les plus intéressantes en termes de rapport qualité-prix, vous aurez vraiment du bon, et puis en plus Noctua, c'était le cas ici, moi j'ai acheté ce radiateur là il y a 10 ans, fourni gratuitement des kits d'upgrade pour venir mettre par exemple sur socket AM4, donc même mon vieux radiateur acheté il y a 10 ans est toujours compatible avec mes équipements de maintenant, donc c'est une marque que je vous conseille, cette marque autrichienne je crois, Noctua, qui fait du très bon matériel. Donc vous voyez tout de suite la différence par rapport à l'air cooling stock, c'est la surface d'échange. C'est le deuxième point qu'il faut aborder dans cette vidéo. Le seul moyen, en tout cas quand on refroidit avec l'air ambiant, et on refroidit avec l'air ambiant que ce soit en air cooling ou en water cooling, c'est la surface d'échange avec l'air qui va être proposé. Donc plus vous avez une surface d'échange importante, c'est-à-dire plus vous prenez la température qui est localisée ici à la base au niveau du processeur, et plus vous l'envoyez vers une surface d'échange importante, et moins vous allez avoir besoin de faire de bruit pour le refroidissement, puisque vous avez besoin vous pouvez minimiser en fait le flux d'air qui a besoin pour chasser cet air chaud, l'extraire du radiateur et l'envoyer dans la pièce, et le renouveler par un nouvel air ambiant plus frais pour continuer à refroidir. La conception de ce radiateur est strictement la même chose. Vous avez une base ici, les heat pipes qui viennent chauffer donc les ailettes du radiateur, et dans ce radiateur-ci, vous avez deux ventilateurs, ou un ventilateur suivant comment vous voulez l'installer ou comment vous pouvez l'installer. Un ventilateur que vous mettez ici qui vient souffler de l'air, et un ventilateur que vous mettez ici qui vient aspirer de l'air. Alors ça s'appelle du push-pull, j'en parle tout de suite parce que on en parlera aussi pour le water cooling, ça s'applique. Pourquoi le push-pull? Tout simplement parce que les ventilateurs ont une force de pression. Alors ici vous avez des ventilateurs qui sont des ventilateurs tout-terrain. Le principe en fait du ventilateur c'est d'aspirer l'air ici, et l'orientation des ailettes fait que l'air va être forcé de sortir de l'autre côté du ventilateur. Si jamais vous vous posez la question de dans quel sens souffle mon ventilateur, à part mettre la main et le mettre sous tension, vous avez toujours ici des petites flèches qui indiquent dans quel sens les pales tournent et puis dans quel sens le flux d'air va. Donc ici c'est un ventilateur qui souffle dans ce sens-là. Si vous voulez mettre en push, eh bien vous le mettez par exemple comme ceci, et donc là l'air va être poussé à travers le radiateur, et puis si vous le mettez en pull, vous le mettez dans l'autre sens ici, et là le ventilateur va être en pull, c'est-à-dire qu'il va aspirer l'air à travers le radiateur, et puis vous pouvez en mettre un de chaque côté, et là vous êtes en mode push-pull. Alors pourquoi on fait du push-pull? Tout simplement parce que quand on commence à avoir des radiateurs qui sont épais comme ça, c'est vrai aussi pour le water cooling donc, le flux d'air qui sort du ventilateur, qui est d'ailleurs pas linéaire, il est conique, hein, le ventilateur envoie un flux d'air plutôt conique, donc plutôt ouvert comme ça,
eh bien le flux d'air a du mal à traverser des radiateurs qui sont plutôt épais. Et donc, eh bien, c'est intéressant d'avoir un deuxième ventilateur de l'autre côté pour l'aider à sortir du radiateur. Voilà pourquoi le push-pull. Et donc, quand on est en air cooling comme ça custom, eh bien vous voyez qu'on peut se permettre des surfaces d'échange de taille supérieure, au détriment d'autres facteurs qu'on verra par la suite, mais en tout cas qui permettent de mettre des ventilateurs, soit des ventilateurs plus gros, soit aussi de mettre des ventilateurs qui tournent moins vite et donc qui font moins de bruit. Voilà, donc c'est deux possibilités qui vous sont offertes, soit vous mettez des ventilateurs très puissants et donc vous refroidissez énormément au détriment du bruit, soit ça vous permet donc de mettre des ventilateurs plus grands et de refroidir aussi bien, mais en faisant moins de bruit. On a presque fini notre périple, il reste à parler du water cooling. Alors ici j'ai plus que le boîtier, donc il va falloir que j'illustre tout ça avec des petites images. Mais le water cooling, si vous avez compris l'air cooling, c'est le même principe. Vous avez ici posé sur le processeur, vous avez une pompe. Alors water cooling IO, all-in-one toujours. Pour le water cooling custom c'est un petit peu différent. Donc vous avez sur le processeur une pompe cumulé à un water block. Donc la pompe, son principe c'est très simple, donc vous avez deux tuyaux qui arrivent sur la pompe, c'est de faire circuler l'eau, donc on appelle ça une boucle. Vous êtes en boucle fermée quand vous faites du water cooling, et le principe c'est qu'il y a un des orifices qui aspire l'eau froide, l'eau plus froide en tout cas, et l'autre qui rejette l'eau réchauffée par le processeur. Donc c'est pour ça que vous avez deux tuyaux qui arrivent dessus. Et si vous regardez, ça ressemble énormément à de l'air cooling, puisque vous avez la base du water block ici qui est en contact avec le processeur, vous avez par-dessus la pompe qui vient faire circuler l'eau sur le water block. L'eau est envoyée vers un radiateur, comme vous pouvez ici avoir un radiateur, elle est refroidie par le radiateur et renvoyée vers le processeur. Donc c'est exactement le même principe ici, c'est juste qu'au lieu d'utiliser des caloducs, on utilise de l'eau pour transférer la chaleur vers une autre partie du PC. Alors quels sont les avantages du water cooling, en tout cas pourquoi on fait du water cooling? On le fait pour plusieurs raisons. Déjà ça permet d'augmenter énormément la surface d'échange avec l'air, puisque vous n'êtes plus limité par la surface qui se trouve autour de votre processeur, parce que ici vous voyez que le radiateur a une forme spéciale, c'est tout simplement parce qu'il faut des décrochages pour les mémoires, pour les VRM, pour les composants en fait de la carte mère, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et de la même manière, vous êtes bloqué en hauteur par la hauteur normalisée ATX, parce que sinon vous pouvez taper dans les portes des boîtiers, et donc empêcher de fermer le boîtier. Donc les fabricants sont quand même limités, même s'ils arrivent à trouver des combines pour multiplier les surfaces de refroidissement en air cooling, vous êtes quand même limité par la surface l'espace qui est disponible dans cette zone-là du PC. En water cooling, en fait, le principe c'est que vous sortez la chaleur via l'eau, et vous pouvez l'emmener donc soit en face avant, soit sur le dessus du boîtier. L'autre avantage énorme, c'est que si vous le mettez par exemple en face avant, vous pouvez faire en sorte que l'air ambiant de la pièce vienne refroidir le radiateur, et donc du coup vous avez l'air le plus frais possible. Vous n'êtes pas bloqué avec l'air vicié du PC, que vous devez chasser de toute façon par des ventilateurs, à l'avant, et puis, ou sur le bas, et puis venir aspirer sur l'arrière ou sur le haut pour le faire sortir. Donc ça permet de faire ça, ou alors de le mettre sur le dessus. Dans ce cas-là, vous avez l'air un petit peu échauffé du boîtier, mais en tout cas, l'air chaud, vous le faites sortir immédiatement, et donc ça a ces avantages-là que ne permettent pas de faire des solutions d'air cooling, tout simplement. Donc au niveau du water cooling, vous avez donc une surface d'échange qui peut être, avec l'air ambiant, qui peut être extrêmement conséquente. Donc ici, moi, c'est la façade quasiment de mon boîtier. Vous avez une pompe qui a des débits qui peuvent être réglables pour le bruit et puis aussi pour l'efficacité de refroidissement. Et puis les ventilateurs du radiateur sont réglables, eux aussi, pour mieux gérer le bruit. Voilà, donc vous avez, je l'espère, un panel de ce qui existe en termes de refroidissement de CPU. Et puis le water cooling custom, et qu'est-ce que c'est? Si vous avez compris ce que c'est que le water cooling all-in-one, le water cooling custom c'est la même chose, sauf que c'est vous qui achetez toutes les pièces, un peu comme si vous achetiez la différence entre acheter un PC préconfiguré et acheter un PC à monter soi-même. Et bien c'est la même chose avec un water cooling, c'est vous qui choisissez toutes les pièces. Alors vous n'avez pas forcément la compacité de la solution tout en un, mais vous avez quand même l'intérêt de choisir exactement ce qui vous va, et puis surtout de partir sur du tuyau rigide, donc de faire des coudes, et d'éviter d'avoir ces arrondis ou ces choses qui peuvent être parfois disgracieuses, ou prendre de la place dans un PC pour rien. Avec un water cooling custom, et bien c'est vous qui gérez tout ça, vous choisissez vos tuyaux, vous choisissez même votre liquide de refroidissement, vous pouvez mettre phosphorescent, etc. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Alors on finit avec la conclusion, de manière à vraiment vous synthétiser air cooling, water cooling, les différences, et puis les points communs.
Au niveau des points communs, j'en ai listé 3, alors il pourrait y en avoir d'autres, etc. C'est vraiment mon choix personnel, mon point de vue personnel. Le design est vraiment commun, donc c'est à vous de choisir. Vous pouvez changer les ventilateurs, donc si vous voulez du ventilateur à LED, etc., vous pouvez changer ça. C'est pas forcément moche, un air cooling, comme un water cooling n'est pas forcément beau, donc il n'y a pas vraiment d'aspect design là-dedans. Ça va être en fonction de vos goûts personnels, si vous préférez l'alu, si vous préférez le cuivre, si vous voulez de la LED ou pas de LED, etc. Donc le point de vue design, pour moi, il est similaire. Je peux pas vous dire un water cooling est plus joli qu'un air cooling, ça va dépendre de ce que vous aimez. Et c'est pas sur ces points-là qu'il faut faire la différence. Vous pouvez avoir de très beaux air cooling, vous pouvez avoir des water cooling très moches, et inversement. Au niveau silence, c'est la même chose, ça va dépendre de ce que vous voulez refroidir. Évidemment, sauf les processeurs très haut de gamme, qui sont difficiles à refroidir en air cooling de manière satisfaisante, surtout si vous les avez cloqués. Au niveau silence, vous pouvez obtenir exactement la même chose. La différence que je dirais, c'est que ici, par exemple, si vous prenez mon cas de figure, j'ai 3 ventilateurs de 120 mm ici, donc pour aspirer l'air dans le boîtier, et juste derrière j'ai mon radiateur, ce qui fait que non seulement j'aspire l'air, mais aussi je refroidis le processeur. Et à part la pompe, qui ne fait quasiment aucun bruit, j'ai fait sauter en fait les 2 ventilateurs qui normalement constituent ici mon air cooling. Donc potentiellement sur le papier, je réduis le bruit, la possibilité de bruit, en tout cas de cette tour. Mais étant donné que le radiateur est lui-même enfermé dans le PC, ces ventilateurs-là, je les entendais déjà pas. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de différence de silence. Et puis toujours, vous pouvez avoir des marques qui vous fournissent des ventilateurs ou de water cooling très bruyants, et vous pouvez avoir des marques comme Noctua qui vous fournit des ventilateurs d'air cooling extrêmement silencieux, en tout cas très bien conçus. Et donc, c'est comme tout, ça va dépendre des marques, vous n'aurez pas une solution qui est plus silencieuse qu'une autre, ça va dépendre de la marque que vous achetez, ou de l'assemblage que vous faites, pour avoir le meilleur rapport silence-performance. Et enfin, au niveau des performances, il est clair que le water cooling permet des performances supérieures, surtout quand vous partez comme moi sur un water cooling 360 mm. Mais pour la majorité des cas d'utilisation, à partir du moment où vous restez sur des processeurs standards ou légèrement overclockés, vous aurez le même niveau de performance que ce soit en air cooling ou en water cooling, en tout cas quand vous restez dans des températures raisonnables, même 70 degrés, ça fait pas peur à un processeur, hein, faut pas s'inquiéter outre mesure. Donc c'est des températures qui sont tout à fait gérables par un air cooling standard, et un water cooling vous permettra d'aller un peu plus loin, mais en termes de performance, les deux sont capables en tout cas de refroidir largement même les processeurs haut de gamme du moment. Alors on va attaquer tout de suite maintenant l'aspect spécifique à l'air cooling. Donc l'air cooling c'est avant tout des performances, surtout des performances pour un prix restreint, parce qu'en général il y a moins de pièces dans un air cooling, donc ça coûte moins cher. L'installation, ça va dépendre encore une fois, mais je trouve l'installation plus simple dans le sens où c'est plus compact. Voilà, vous avez ça plus les ventilateurs éventuellement s'ils sont pas directement fixés dessus à installer. En général, ça nécessite moins de travail que venir le connecter à un radiateur quelque part, enfin venir le brancher quelque part, essayer de gérer les différents flexibles, etc. Ça me paraît un peu plus simple à installer, et surtout, le point qui est très important, c'est la fiabilité. Ce genre de refroidissement là déjà a une inertie qui est énorme, donc si jamais vos ventilateurs tombent en panne, je sais pas comment un ventilateur tombera en panne, mais si ça lui arrive, y a absolument aucun souci, puisque votre processeur va doucement atteindre sa température critique et commencer à faire du throttling, donc s'auto-protéger. Là où un water cooling, si la pompe tombe en panne, souci assez rapide. Même s'il est très peu probable que le processeur grille, un air cooling encaissera mieux une panne, et puis une panne de ventilateur c'est assez peu courant. Donc voilà, au niveau fiabilité, vous avez quasiment que des matériaux inertes et un ventilateur. Donc au niveau fiabilité, on peut pas mieux. Maintenant, les points négatifs de l'air cooling, pour moi, c'est dès que vous attaquez en tout cas du processeur un petit peu costaud, c'est le poids et l'encombrement, parce que ça pèse, hein, je le tiens depuis tout à l'heure dans la main, mais c'est quand même relativement lourd. Sur un socket, donc tout est prévu en niveau carte mère, socket, etc. Tout est prévu pour ce type de poids, mais et encore j'ai pas ici le plus gros radiateur, on atteint vite des poids qui sont très considérables pour le support de la carte mère, et puis surtout on atteint les limites, c'est-à-dire que je pense que là au niveau taille et poids,
des fabricants ont atteint des limites, et donc voilà, on ira difficilement plus loin. Donc le poids et l'encombrement sont vraiment gênants, surtout si vous voulez avoir une bonne visibilité, si votre objectif c'est de voir l'intérieur du PC, eh bien ce type de radiateur va obstruer énormément l'intérieur du PC, donc vous cachez peut-être les barrettes de RAM, les refroidissements VRM et compagnie. Donc si vous voulez un look, voilà, bah ça va vous cacher énormément de choses. Et puis les compatibilités, puisque je vous parlais ici des échancrures, etc. Certains radiateurs, quand vous les installez, viennent recouvrir par exemple vos slots de mémoire, donc soit vous empêchez d'en ficher des barrettes de mémoire, soit il faut d'abord en ficher vos barrettes de mémoire, puis mettre le radiateur, donc quand vous voulez les changer, c'est un petit peu pénible. C'est des choses à prendre en compte, et qui sont un peu pénibles. Des fois, vous êtes même obligé d'acheter des barrettes low profile, donc plus basses, en fait plus courtes que les barrettes standards, pour vous permettre tout simplement de venir y fixer votre radiateur. Et puis le dernier point, ça va être le water cooling. Le water cooling, c'est la Rolls si vous voulez overclocker, puisque si vous mettez des radiateurs conséquents et des pompes qui ont un flux suffisant, vous pourrez overclocker sans souci. L'encombrement est lui aussi à prendre en compte. Alors il est configurable, je dirais, d'une certaine manière, puisque vous pouvez prendre du 120 mm, du 240 mm, du 360 mm, décider de le mettre en bas, en façade, en haut ou à l'arrière de votre boîtier. Donc c'est idéal au niveau positionnement, vous pouvez choisir à peu près ce que vous voulez. Par contre, deux choses qui sont, à mon sens, à prendre en compte et qui peuvent être gênantes, ça a énormément d'avantages, je liste pas ici tous les avantages du water cooling, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a deux choses à garder à l'esprit et qui peuvent être un souci, c'est la fiabilité, puisque vous avez une pompe, et la pompe, c'est typiquement un appareil qui peut tomber en panne, si c'est plutôt fiable, c'est pas pour rien qu'un water cooling est garanti par exemple 3 ans, 2 ans, 5 ans, c'est parce que tôt ou tard il y aura un problème avec votre pompe. C'est aussi le liquide qui circule dans votre boucle en fait, qui peut être à changer. Quand vous êtes dans du water cooling à IO, eh bien tout est fermé, tout est scellé, donc vous pouvez pas faire l'entretien et changer facilement le liquide, donc ça c'est plutôt gênant parce qu'il a tendance avec le temps, rien que par des phénomènes d'oxydoréduction et le liquide s'abîme, en fait s'endommage, s'encrasse, et donc ça vous pouvez pas le nettoyer, c'est franchement gênant. Et puis le prix, parce qu'en général un water cooling ça coûte beaucoup plus cher qu'un air cooling, et si vous n'avez pas en considération le look global, c'est-à-dire que si mettre des ventilateurs à LED ça vous suffit, et que c'est pas gênant d'avoir un bloc comme ça dans votre PC, eh bien vous ferez d'aussi bonnes performances en général avec un bon radiateur qu'avec un water cooling, et vous vous en sortirez pour bien moins cher. Donc c'est pas quelque chose à laisser de côté. Un air cooling ça peut être tout à fait pertinent en fonction de vos besoins. Voilà, c'était ma petite vidéo en fait concernant water cooling, air cooling, quoi choisir, comment choisir. Évidemment, c'est pas exhaustif, il n'y a pas de comparatif en termes de capacité de refroidissement, etc. sur ce boîtier-ci, mais j'espère que vous aurez compris l'essentiel des choix que vous pouvez faire, et puis si vous avez des questions, il y a les commentaires, ils sont là pour ça, n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, moi je vais continuer à profiter de mon PC, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!